les réticences de Corda et les objections de Lee Holman. Myron remit à Vivienne le découpage des 3 scènes du test. Le même pour les 4 candidates. Cukor devait les diriger lui-même. Vivienne était la dernière des 4. Son test était fixé au mercredi 21 décembre. Elle ne pourrait donc pas être revenue à temps pour tenir son rôle dans Le songe d'une nuit d'été. Guthrie la rassura. Il avait prévu cela et l'avait fait remplacer. Elle écrivit à Lee. « J'espère que tu as reçu les pullovers et qu'ils te vont bien. Ce qui est un peu idiot, c'est qu'ils sont faits en Écosse, mais de ce fait, j'espère que tu n'auras pas à payer de droits de douane. Tu ne devineras jamais ce qui m'arrive. J'en suis la première stupéfaite. Comme tu sais, je ne devais rester que 5 jours, mais 2 jours avant mon départ, j'ai fait la connaissance des gens qui font autant en emporte le vent. Ils m'ont demandé de faire un test. Je ne pouvais pas refuser. Alors à présent, je répète furieusement mon texte et j'essaie d'attraper l'accent du Sud, ce qui d'ailleurs n'est pas très difficile. Ce sont vraiment les tout derniers tests. Nous ne sommes plus que 4 sur les rangs. Tout le monde semble me trouver très bien. Je ne sais plus que penser ni qu'espérer. J'ai très peur que si j'ai le rôle, cela signifie que je devrais rester ici longtemps, et cela je ne le veux pas. Ce rôle est une responsabilité écrasante, mais il serait absurde de le refuser si on me l'offre. De toute façon, je ne serai fixée qu'à la fin de la semaine. J'espère que Suzanne et toi vous allez bien, pourvu que les livres que j'ai envoyés pour elle arrivent à temps pour Noël. Je te tiendrai au courant de ce qui m'arrive. Bien tendrement, Vivienne. Rien dans cette lettre qui ne fût sincère. Elle ne péchait que par omission. C'est sans doute à cause de cette attitude curieusement ambiguë que Lee conserva si longtemps l'espoir de la voir revenir vers lui. Si elle restait aux États-Unis, elle serait longtemps séparée de sa fille, et elle craignait que Lee et ses parents soient choqués de la voir apparemment dépourvue de sentiments maternels. Pour les tests, Cukor lui conseilla de ne pas se préoccuper de l'accent du Sud. La première scène, Mamie serrant le lacet du corset, était charmante et drôle, et cependant montrait une Scarlett impérieuse, alors que dans la suivante, avec Ashley, elle se montrait sensuelle, émouvante, irrésistible. Personne ne put douter qu'on avait enfin découvert la véritable Scarlett O'Hara. Le dimanche suivant était jour de Noël. Cukor invita Larry et Vivienne à une réception qu'il donnait, dans l'après-midi. Il prit Vivienne à part, et la mine grave, lui annonça qu'une décision avait finalement été prise. Elle crut avoir perdu la partie, mais il la détrompa, en souriant. Toutefois, il fallait obtenir l'autorisation de Corda, auquel elle était liée par contrat. Il se trouvait justement à Hollywood, où il était venu rejoindre Merle Oberon. Il devait se marier 6 mois plus tard, à Antibes. Il se montra assez réticent. Jamais, pensait-il, les Américains n'admettraient une Anglaise dans le rôle de Scarlett. Cela pouvait tourner au désastre pour Vivienne. Pourtant, il était un homme d'affaires trop avisé pour ne pas voir le bénéfice qu'il pourrait tirer de l'aventure si tout allait bien. Le 4 janvier 1939, Selznick écrivait à son principal commanditaire, John Hay Whitney. Corda tournera avec Vivienne le film qui suivra Autant en emporte le vent et un autre à notre choix. Ce diable de Hongrois a déniché un trésor et nous allons faire sa fortune. Mais si elle est aussi formidable que je le pense, nous aussi avons bien de la chance. Il ne faut pas être trop gourmand et laisser aux autres une part de gâteau. Avant d'alerter la presse, il fallait remplir une formalité. Vivienne avait besoin d'une autorisation maritale pour obtenir sa carte de travail aux États-Unis. À sa grande surprise, Lee refusa. On trouva un billet pour qu'elle pût séjourner en Amérique sans sa permission. Elle ne lui fit aucun reproche, au contraire, expliquant dans une lettre que cela lui avait permis d'obtenir des conditions plus avantageuses. Elle ajouta. « Je comprends bien pourquoi tu ne peux consentir à ma nouvelle vie, mais j'espère que tu commences à accepter l'idée d'un divorce. Je suis navrée de t'avoir mis dans cette situation embarrassante. » Elle affirmait à nouveau qu'elle détestait Hollywood. Il circule ici les plus horribles rumeurs. Les Américains dénoncent à tout propos la lâcheté des Anglais et ne montrent que des films pleins de propagande anti-britannique. C'est vraiment exaspérant. Avec toute ma tendresse, Lee chérie, je demeure ta Vivienne. Essais de costumes, de maquillage, de coiffure, leçons d'accent du Sud, et pourtant ce n'est que 3 semaines après Noël que Selznick put enfin confirmer par voie de presse que Vivienne Lee avait été engagée pour le rôle de Scarlett O'Hara. Typique du style Selznick, le communiqué de 750 mots restait flou quant aux origines de Vivienne, parlant de son activité dans les studios anglais, de son père d'origine française et sa mère irlandaise,
de son éducation en Angleterre, en France, en Autriche, en Italie. Jamais il n'était question de sa nationalité britannique, et moins encore de sa liaison avec Laurence Olivier. Selznick la disait épouse d'un avocat londonien, Maître Lee Holman. Ce texte ne pouvait guère déranger Vivienne. Il en fut tout autrement du petit discours que dès son contrat signé lui tint David Selznick en présence de Laurence Olivier. Il leur expliqua que si l'on avait tant hésité à engager Paulette Goddard, elle allait signer lorsque Vivienne était apparue, c'était à cause de ses relations mal définies avec Charlie Chaplin. Nul ne savait au juste s'ils étaient ou non mariés. Le public américain n'approuvait pas ces situations irrégulières. Il ajoutait que s'il avait lui-même tardé 5 jours entre le test et la réception chez Cukor avant de lui dire qu'elle avait été choisie, c'était parce que ses associés s'inquiétaient de ses amours avec Olivier. Certes, il avait l'esprit large et savait qu'ils s'aimaient vraiment, mais enfin, ils étaient toujours mariés avec d'autres. Ils avaient chacun un enfant. L'effet sur le public pouvait être désastreux. Ils étaient désormais célèbres l'un comme l'autre. Une liaison peut être acceptée en Angleterre, il n'en est pas de même aux États-Unis. Un scandale, en particulier un double divorce, pourrait les ruiner tous et annuler les chances de succès du film. Il ajouta que certes Clark Gable était l'amant de Carole Lombard, mais ils avaient soin de ne pas vivre ensemble. Dès que Gable avait été engagé pour jouer Rhett, Selznick et son beau-père, Louis B. Mayer, avaient demandé à Rhea, sa femme, qu'elle obtienne le divorce le plus discrètement possible. Il supplia donc Vivienne et Larry de ne pas se montrer ensemble en public et d'être d'une prudence de serpent. 11. Clark Gable se sent médiocre et exige un nouveau metteur en scène. Guerre ouverte avec Victor Fleming. Scarlett est déçue de ne pouvoir devenir Rebecca. Le dimanche suivant l'incendie d'Atlanta, Cukor avait convoqué Vivienne à son bureau. Il perçut immédiatement ce qu'il y avait en elle d'excitant. Cette intensité, cette flamme. Scarlett devait être ainsi. Il lui tendit un texte. Elle sourit. « Sainte Vierge !» dit-elle, feuilletant fébrilement les quelques pages dactylographiées. C'était la scène où Scarlett attend Ashley pour lui dire qu'elle l'aime et veut l'épouser, alors qu'elle sait qu'il est fiancé à Mélanie. Il y eut un silence, puis Vivienne commença très tendue, un peu pincée. Cukor l'interrompit. « Pas comme ça, dit-il. On dirait que quelqu'un vous a mis le doigt dans le derrière. » Elle éclata de rire, puis détournant la tête, resta silencieuse. Il vit qu'elle tremblait. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Cukor. Sans le vouloir, il avait dit la première ligne du dialogue. Elle parut soudain électrisée, vraiment possédée par un démon intérieur, et l'aveu jaillit de sa bouche. « Je t'aime. » Cukor enchaîna aussitôt avec la réplique d'Ashley. « Tu as pris le cœur de tous les hommes qui étaient là aujourd'hui. Cela ne te suffit pas ? D'ailleurs, mon cœur, tu l'as toujours eu ? Tu t'y as aiguisé les dents. » Vivienne ne lisait plus son texte. Elle semblait l'inventer à mesure. Il y avait dans son regard une passion un peu égarée. « Ashley, » murmura-t-elle. « Oh, Ashley, est-ce vrai ? Ne te moque pas, ne me mens pas. Ton cœur m'appartient-il vraiment ?» La voix tremblait, vibrait. « Mon amour, je t'aime tant, et je crois que tu m'aimes parce que... » Elle n'osait continuer. Il y eut une soudaine détresse dans ses yeux. « Ashley, réponds-moi. Tu m'aimes ? Tu m'aimes, n'est-ce pas ?» Cukor était bouleversé. Depuis des mois, il avait entendu répéter ces paroles et n'en avait jamais été ému. Il se renversa sur sa chaise pour mieux observer Vivienne. En apparence, c'était une jolie fille, charmante, très bon style, excellente manière, mais il découvrait en profondeur une passion contenue, une fièvre. Il y avait en elle 2 femmes. Sans doute n'en avait-elle pas conscience. Lorsqu'elle eut achevé la scène, il lui fit seulement ses excuses pour l'avoir fait lever très tôt. « Oh, ce n'est rien, » dit-elle avec son plus suave sourire. « Je dors très peu. Même enfant, je dormais très peu. » Il ne lui dit pas un mot de ce qu'il avait éprouvé en l'écoutant. Elle semblait s'être reprise, et c'est d'un ton mondain qu'elle le remercia de lui avoir consacré ainsi longtemps. Elle se sentait très sûre d'elle après cette entrevue, et confia à Myron qu'elle sentait que Cukor et elle étaient sur la même longueur d'onde. Rien d'étonnant.
comme Laurence Olivier c'était un homme de théâtre. Il avait dirigé en scène Florence Eldridge, Dorothy Gish et Betty Davis. Dans tous ces films, Dîner à 8 heures, Les 4 filles du docteur March, La dame aux camélias, les femmes avaient des rôles superbes. Mais ce qui avait impressionné Vivienne plus que ses précédents succès, c'était son magnétisme, cette énergie qu'il domptait et qui se devinait dans chacun de ses gestes. Pendant toute la semaine qui suivit, Vivienne travailla le texte des 3 scènes qui constituaient le test. Larry ne pouvait l'aider. Il traversait une crise difficile. L'ambiance du studio était lourde de malentendus. Il restait attaché aux techniques et aux effets du théâtre, et Wyler savait que, surtout dans un rôle comme celui d'Heathcliff, cela mènerait le film à la catastrophe. Les journées semblaient interminables, épuisantes, et le soir, il faisait répéter à Vivienne ses 2 scènes avec Ashley, et celle avec sa nourrice noire. Pendant qu'il était au studio, elle avait de longues heures de solitude, et était assaillie à nouveau par le remords. Sur le bateau, elle avait acheté des sweaters pour Lee, des livres pour Suzanne, sans savoir s'ils arriveraient à temps pour Noël. En fait, elle avait toujours su qu'elle ne partait pas seulement pour 5 jours. Lorsqu'elle enfila son costume, le jour du test, il était encore tiède de la chaleur de l'actrice qui venait de le quitter. C'était John Bennett. Elle avait joué la scène avec Ashley avec une douceur tendre, des larmes. Au contraire, Vivienne n'était que fougue, ardeur un peu sauvage. En la regardant, Cukor ne voyait pas une jeune fille sentimentale à son premier émoi, mais une femme sensuelle, entièrement livrée à ses élans, et bouillant d'une dangereuse impatience. C'était bien Scarlett telle que l'avait conçue Margaret Mitchell, telle qu'il avait rêvé de la voir vivre. À la fin de la scène, elle éclata d'un rire douloureux, hystérique, qui fit tressaillir Leslie Howard comme s'il avait été frappé au cœur. Le seul problème était l'accent. Il lui faudrait prendre des leçons avec une spécialiste, Suzanne Merrick. 3 jours plus tard, elle tourna le dernier test, une rencontre avec Ashley à la fin de la guerre. À la grande déception de Vivienne, Leslie Howard ne lui donnait pas la réplique. On l'avait remplacée par Douglas Montgomery, qui manquait de chaleur. C'était sans importance. Cukor ne voyait qu'elle, ne captait que ses efforts désespérés pour reconquérir Ashley, son angoisse de le perdre à jamais. Son accent n'était pas encore parfait, mais semblait naturel, sans aucune trace de tonalité anglaise. Elle signa avec Selznick un contrat de 7 ans, 30 000 $ pour autant en emporte le vent, et ensuite un salaire progressif. Elle devait à Selznick un film par an. Le premier suivrait immédiatement, puis elle tournerait pour Korda, et à nouveau pour Selznick. En outre, avec l'autorisation de celui-ci, elle pourrait faire du théâtre. Il semble qu'elle n'ait jamais eu l'intention de remplir ce contrat, car dès qu'elle l'eut signé, elle écrivait à Lee. Mon impresario Myron Selznick m'a dit que si le film a du succès, ce contrat sera revu. Le côté financier m'est assez indifférent, mais j'exigerai plus de liberté pour le théâtre. Je sais trop bien que je ne pourrai pas vivre ici 6 mois de l'année. Korda, qui la connaissait bien, savait surtout qu'elle ne pourrait jamais vivre 6 mois loin de Laurence Olivier. Il en parla à Vivienne, qui, reprenant une phrase de Scarlett, répliqua malicieusement « Cher Alex, n'oubliez pas. Demain est un autre jour. » Le tournage commença le 26 janvier 1939. Sur le perron de Tara, Scarlett jouait la coquette parmi un groupe de jeunes gens. Elle portait une robe de mousseline fleurie très décolletée, dessinée par Walter Plunkett. Il fallut tourner à nouveau la scène, Selznick préférant une chaste robe blanche qui faisait paraître Scarlett plus innocente. Pendant les 2 semaines qui suivirent, Cukor filma la naissance de l'enfant de Mélanie. Scarlett abattant le déserteur pillard, et la scène où Rhett offre à Scarlett un chapeau de Paris. Vivienne était folle de joie. Elle s'entendait merveilleusement avec Cukor qui respectait pieusement le livre, les personnages, le dialogue qu'il rectifiait souvent au moment de tourner. Elle ne se doutait pas qu'une lutte sourde s'était engagée en coulisses, et que Selznick pensait à remplacer Cukor. Clark Gable savait que sa prestance, son sourire, sa personnalité assuraient son succès, mais il avait conscience de n'être pas un grand acteur. Il s'alarmait de voir le metteur en scène s'attacher surtout au rôle féminin et craignait de se montrer médiocre. Il lui fallait un réalisateur capable de le stimuler, de le mettre en valeur. Son impresario assaillait quotidiennement Selznick de récriminations et de menaces,
et en appela même à Louis B. Mayer. Selznick appréciait Cukor, mais était un peu agacé de voir que celui-ci en prenait parfois à l'aise avec le découpage qui lui était fourni. Il prit l'habitude de venir sur le plateau, ce qu'il n'avait jamais fait précédemment, de toute évidence pour surveiller Cukor. Le 8 février, 2 semaines exactement après le début du tournage, il adressa à celui-ci une note comminatoire. « Cher Georges, je vous rappelle qu'avant de commencer le film, nous étions convenus de nous mettre d'accord avant chaque scène. Nous n'avons pu répéter le découpage entier, ni même chaque séquence en détail. Maintenant, nous ne pouvons même pas discuter les scènes que vous réécrivez à mesure. Je vous demande de revenir à nos précédents accords et de vous organiser de manière à ce que je puisse assister à la répétition de chaque scène avant qu'elle soit filmée. » Cukor refusa de s'incliner. Puisque le film devait porter sa signature, il le tournerait comme il l'entendait. La discussion s'envenima. « Si ce film doit être raté, dit Selznick, ce sera ma faute, non la vôtre. » Et le 3 février, il faisait à la presse la déclaration suivante. Par suite de divers désaccords entre nous à propos de nombreuses séquences de Autant en emporte le vent, nous avons décidé d'un commun accord qu'il était nécessaire de trouver un autre metteur en scène. Je le regrette profondément, car je considère M. Cukor comme un des meilleurs réalisateurs avec qui j'ai eu le privilège de collaborer. J'espère seulement pouvoir le remplacer par un homme qui ait autant de talent. Cette décision indigna Vivienne plus encore que Cukor. Toute l'équipe était persuadée que Gable était responsable de ce changement. Seul Cukor réservait son jugement. Gable a cru peut-être, parce que j'avais la réputation de bien diriger mes actrices, que j'allais axer tout le film sur le personnage de Scarlett. Cela prouve qu'il connaît mal notre métier. Un réalisateur qui risquerait ainsi de déséquilibrer un film serait comparable à un musicien qui appuierait sur certaines notes et étoufferait les autres. Cukor soupçonnait plutôt une réaction de Selznick qui voulait que Autant en emporte le vent soit son film, la suprême réussite de sa carrière. Vivienne était consternée. Elle persuada Olivia de Havilland de l'accompagner chez Selznick pour le faire revenir sur sa décision. Enveloppées toutes deux dans des voiles de deuil que leur imposait leur rôle, elles plaidèrent et supplièrent en vain. Vivienne menaçait même de refuser de tourner, mais Myron et Laurence Olivier réussirent à l'en dissuader, en lui exposant les périlleuses conséquences d'une telle attitude. Le film fut interrompu plusieurs jours. Il y eut des rumeurs, certains noms furent mentionnés, ceux de Robert Z. Leonard, de Jack Conway, de King Vidor, de Victor Fleming, tous sous contrat avec MGM. Fleming était un ami personnel de Clark Gable, et dès que Cukor eut terminé la séquence de la fête de charité d'Atlanta, il abandonna le Magicien d'Oz qu'il tournait avec Judy Garland et signa avec Selznick pour diriger Autant en emporte le vent. Le 20 février, Selznick adressait à son directeur de production, Raymond Clune, le mémo suivant. « Les prises de vue reprendront lundi. Prenez immédiatement contact avec M. Fleming. Nous débuterons par la scène avec les jumeaux Tarleton. Passerons ensuite à la séquence de Scarlett et de son père. J'aimerais, s'il n'y ait pas d'inconvénient, et si Fleming est d'accord, que l'on reprenne quelques scènes à la fête de charité. On passera alors à Rhett et Scarlett sur la route de McDonough. C'est la scène où Rhett quitte Scarlett, qui après l'incendie d'Atlanta rejoint Tara avec Mélanie, Prissy et le bébé. Les prises de vue reprirent le 1er mars. Vivienne prit aussitôt Fleming en grippe, le détestant comme homme et plus encore comme metteur en scène. En cachette de Selznick, elle rendait visite à Cukor et préparait toutes ses scènes avec lui. Elle ne se doutait pas que Olivia de Havilland faisait de même, si bien que Cukor, en vérité, eut une considérable influence occulte sur le film. On avait perdu beaucoup de temps. Vivienne avait profité de l'interruption du film pour s'installer dans une petite villa, 520, North Crescent Drive. Elle y recevait Larry aussi souvent, mais aussi discrètement que possible. Elle s'inquiétait du retard provoqué par le changement de metteur en scène. Il lui faudrait certainement rester à Hollywood plus longtemps que prévu. Or, Laurence Olivier en aurait bientôt fini avec Léo de Hurlevent et devrait aller à New York pour jouer à Broadway une pièce de S.N. Berman, No Time for Comedy, avec Catherine Cornell. Elle s'était donné tant de mal pour rejoindre Larry, et ils allaient être à nouveau séparés. Elle lui en voulait d'avoir accepté ce rôle,
mais il pensait que, loin de Londres, bien installée dans sa jolie maison, disposant d'un personnel dévoué et compétent, et surtout ayant décroché le plus grand rôle de l'histoire du cinéma, elle pourrait se passer quelque temps de lui. Elle comprenait qu'il avait hâte de retrouver une scène de théâtre, après les mois pénibles qu'il venait de passer à Hollywood. Il était comme un nageur épuisé qui a besoin de reprendre souffle. Vivienne arrivait tous les jours avant l'heure au studio, comme si cela avait pu en hâter la réalisation. Elle avait de plus en plus de mépris pour le cinéma, mais elle faisait preuve de beaucoup de zèle et de conscience professionnelle. On ne lui en savait aucun gré. Fleming se flattait d'être viril. Il avait chassé le grand fauve et avait été pilote d'aviation. Il parlait toujours d'abandonner le cinéma pour retourner tuer les tigres. La sensibilité de Cukor, sa recherche des nuances le faisait sourire. Il trouvait cela efféminé. Il eut d'emblée avec Vivienne un ton supérieur, une brutalité délibérée. Devant elle, il houspillait le costumier. « Bon Dieu, arrangez-vous pour qu'on voie ces nichons !» Walter Plunkett devait échancrer le corsage, soulever les seins et les faire pigeonner. Vivienne était folle de rage. Elle avait peu d'estime pour Clark Gable. Elle le trouvait paresseux, pas très malin, bien gentil sans doute, mais un piètre partenaire. Elle ne pouvait admettre qu'il quittât le studio à 6 heures tapant comme un fonctionnaire. Elle restait souvent jusqu'à 8 ou 9 heures du soir et acceptait de travailler 7 jours par semaine. Elle secouait Clark Gable lorsqu'elle le trouvait somnolent dans son fauteuil. « Vous ne pouvez pas vous remuer un peu le cul ?» disait-elle. Cela le faisait rire, mais il était assez décontenancé par Vivienne, son intelligence vive, et surtout l'ardeur qu'elle apportait à son travail. Il lui avait enseigné à jouer au jaquet, mais dès qu'elle eut compris les règles, elle le battit régulièrement. Même à la bataille navale, il n'arrivait jamais à la vaincre. Il en résulta entre eux une sourde compétition qui envahit bientôt leur jeu même. Surtout ce qui était nettement déplaisant en Clark Gable, c'était sa mauvaise haleine due à ses fausses dents. Vivienne était trop bien élevée pour s'en plaindre, mais elle en était incommodée, et cela rendait leur rapport plus tendu encore. Elle en voulait surtout à Selznick, le soupçonnant d'avoir manœuvré pour faire engager Olivier à New York afin de les séparer, et de n'avoir pas à redouter les potins de Hollywood. Elle se sentait désespérément seule, et avait beaucoup de peine à construire psychologiquement son personnage complexe et déroutant de Scarlett. La technique cinématographique fait qu'on tourne rarement les séquences dans leur ordre chronologique. Vivienne devait souvent passer d'une jeune fille de 16 ans à une femme 10 ans plus âgée, mûrie par de cruelles expériences. C'est ainsi qu'ayant travaillé sans arrêt 22 heures durant, pour la scène où, dans Tara en ruine, elle tombe à genoux et jure que jamais, plus jamais elle n'aura faim, elle ne dormit que 4 heures, avant de revenir au studio pour tourner la visite à sa tante Pitty, d'une Scarlett frivole, inconsciente des réalités de la guerre. Les autres acteurs avaient des jours de détente, mais elle participait pratiquement à toutes les scènes, et ne pouvait guère quitter le plateau. Dès qu'elle avait un moment de libre, elle allait chez Cukor, se baignait et se dorait au bord de la piscine. Là seulement elle pouvait respirer, se détendre. Cukor s'était beaucoup attaché à elle et s'inquiétait un peu pour sa santé. Il la voyait épuisée. Un jour, elle s'était endormie près de la piscine dans son maillot mouillé. Il n'avait pas eu le courage de la réveiller, la protégeant seulement d'une couverture lorsque la nuit tomba. Larry réussit à venir passer une journée à Hollywood, avant la première de sa pièce, et Cukor en éprouva un grand soulagement. Vivienne était si heureuse de retrouver Larry que Selznick lui-même leur accorda 24 heures de tête-à-tête. Laurence Olivier était un peu déconcertée. « J'ai découvert qu'au théâtre, on joue trop », avoua-t-il à Vivienne. « Cela ne m'avait pas frappé. Le public avale des dialogues fabriqués, accepte des conventions assez grossières qui feraient rire aux larmes au cinéma. » Il sembla à Vivienne que Larry était reparti à peine arrivé. Entre elle et Fleming, c'était maintenant la guerre ouverte. Souvent, en fin de journée, il écumait de rage, et elle était en larmes. Vivienne lui reprochait de ne voir en Scarlett qu'une petite garce sans consistance. Elle brandissait le roman de Margaret Mitchell et défendait farouchement son héroïne. Fleming voulait faire un mélo à grand spectacle et s'attachait aux grandes scènes d'ensemble plus qu'aux personnages. Un jour qu'elle lui demandait comment elle devait jouer une scène, il haussa les épaules. « Comme d'habitude, en cabotinant. »« Merci, répliqua-t-elle furieuse.
Heureusement que je puis compter sur George Cukor pour me conseiller. Fleming perdit la tête. Miss Lee, votre roman, vos idées, vos amis, vous pouvez vous les mettre au cul. Il partit furieusement et ne reparut pas de 3 jours. Dès lors, il n'y eut pas de jour sans incident. Finalement, après avoir menacé de lancer sa voiture du haut de la falaise, Fleming s'enferma dans sa villa de Malibu et refusa catégoriquement de revenir au studio. Sam Wood, réalisateur de Une nuit à l'opéra, assura la relève. Mais c'est surtout Selznick qui prit le film en main. Il faillit y laisser sa peau. Il passait ses nuits au jeu et fit des pertes sévères. Par ailleurs, son ménage allait à la dérive. Le 14 avril, il écrivait à sa femme, Irène, restée à New York. « Je voudrais tant pouvoir être avec toi, loin des problèmes d'argent, de la frénésie du travail, des folles ambitions. Oui. Je voudrais tant pouvoir travailler dur, faire fortune et aller quelque part où il ne serait plus question de poker ni de scénario. Je n'ai plus envie d'être millionnaire, ni d'être le plus grand producteur du monde. Je voudrais... Oh bon Dieu, je ne sais même pas ce que je voudrais. » Le désarroi de Vivienne n'était pas moindre. Au poids écrasant de son rôle, à l'absence de Larry, s'ajoutait l'angoisse d'une guerre qui semblait inévitable. En avril, elle écrivait à Lee. C'est terrible d'être si loin de tout. On ne sait pas ce qui se passe au juste. Ici, l'ambiance a beaucoup changé. Il y a 2 mois, les Américains étaient si violemment anti-anglais qu'on osait parler politique. Ils se sont un peu adoucis. Dieu merci. Elle s'était liée d'amitié avec Miriam Hopkins et son mari, Anatole Litvak. À leur villa du bord de mer, elle avait rencontré Ronald Colman et Benita Hume, et continuait à voir secrètement George Cukor. À part cela, elle vivait très retirée chez elle, servie par un couple d'Allemands. Ils sont très gentils, et avec eux je peux parler allemand. J'adore leur cuisine si différente de l'américaine, qui n'a absolument aucun goût, écrivait-elle à Lee. La première des Hauts de Hurlevent eut lieu à New York, et Laurence Olivier se vit assiégée par une ruée d'admiratrices dès qu'il paraissait en public. Si rude qu'eût été sa journée, Vivienne lui écrivait chaque soir. Ils se téléphonaient souvent. Cependant, il sentait bien que chacun faisait de son côté une expérience différente, et il craignait que cela ne creusât entre eux un fossé. C'est pourquoi Larry demanda à être remplacé dans No Time for Comedy dès qu'on aurait tourné la dernière scène de Autant en emporte le vent. Ils devaient rester encore séparés et Vivienne demeurait en Angleterre pour 1 mois. Au milieu d'août, ils devaient être de retour à Hollywood. Vivienne pour d'éventuels raccords et Laurence Olivier afin de tourner Rebecca pour Selznick. Ils espéraient obtenir leur divorce respectif pendant leur séjour en Angleterre et pouvoir se marier. Ils espéraient aussi convaincre Selznick d'engager Vivienne pour Rebecca. Le rôle n'avait pas encore été donné. On hésitait entre Anne Baxter et John Fontaine. Le 27 juin 1939, Selznick télégraphiait à John Hay Whitney. « Bombance et Carillon, Scarlett O'Hara a tourné sa dernière scène aujourd'hui, à midi. » Vivienne avait aussitôt fait un essai pour Rebecca. Il n'était pas fameux. Elle s'en rendit compte aussitôt. Elle n'avait pas eu le temps d'entrer dans la peau du personnage et on n'avait rien fait pour l'y aider. Elle était beaucoup trop jolie pour le rôle. Il aurait fallu gommer son éclat, la fadir. Le soir même, Selznick écrivait à Whitney. Vivienne, pour des raisons évidentes, tient beaucoup à tourner Rebecca. Elle affirme qu'elle nous convaincra si on lui donne une 2e chance. Le premier test ne compte pas. On ne peut pas sauter de Scarlett O'Hara à un rôle effacé, tout intérieur, en 10 minutes. Personnellement, je pense que ce n'est pas du tout un rôle pour elle. Dieu sait pourtant que cela arrangerait tout si je pouvais le lui donner. J'aurais la paix pendant les mois d'août et septembre, pendant lesquels notre beau jeune premier, Laurence Olivier, sera dans nos murs. Et je ne doute pas du talent de Vivienne et de l'importance qu'un film comme Rebecca pourrait avoir pour sa carrière. Je lui ai donc dit que je n'engagerai personne avant 10 jours, ce qui lui donne la possibilité, si elle le désire, de faire un second test à New York avec Laurence Olivier. 6 jours plus tard, Vivienne arrivait à New York incognito et assistait à la dernière représentation de No Time for Comedy avec Larry, que Francis Lederer allait remplacer. Ils passèrent ensemble le week-end du 4 juillet à Sneden's Landing,
chez Catherine Cornell. Et le lendemain, Vivienne faisait un nouveau test pour Rebecca. Elle s'était vraiment pénétrée de son rôle, mais ne put obtenir de jouer sans aucun maquillage, à visage nu. Elle et Larry s'embarquèrent le 11 juillet sur l'île de France. 5 jours plus tard, débarquant à Plymouth, ils eurent un véritable choc en voyant creuser des tranchées dans les jardins, des masques à gaz distribués dans les mairies. C'était l'état d'urgence, bien que personne n'osât parler ouvertement de la guerre. Cela jeta une ombre sur leurs courtes vacances. Ni Jill ni Lee n'avaient encore demandé le divorce, mais commençaient à en accepter l'idée. Ils étaient confiants en la force de leur amour et ne doutaient pas d'être réunis dans Rebecca. Ils quittèrent l'Angleterre le 17 août, à nouveau sur l'île de France. Ils emmenaient la mère de Vivienne, qui avait grand besoin de vacances. La petite Suzanne restait confiée à son père et à sa nurse. Le lendemain, à bord, ils recevaient 2 câbles. Vivienne Holman, Île-de-France. Chère Vivienne, aurions vivement souhaité vous confier rôle Rebecca. Stop. Regrettons vous informer, sommes persuadés, vous n'êtes pas faite pour le rôle, ni le rôle pour vous. Stop. Devez comprendre que c'est avec même patience, souci de perfection et obstination que nous vous avons imposé dans le rôle Scarlett pour plus grand film jamais réalisé. Stop. Aurions pu engager Betty Davis à satisfaction générale. Stop. Pourrions aussi facilement vous choisir. Stop. Vous êtes sous contrat avec nous, cela nous épargnerait beaucoup argent, efforts et soucis, plutôt que continuer à chercher interprète idéal. Stop. Même si rôle ne vous convient pas du tout, vous l'aurions donné, si nous n'étions convaincus qu'il compromettrait votre carrière si brillamment commencée avec Scarlett, et vous attirerait sévères critiques. Stop. Hitchcock, plus convaincu encore que moi. Stop. Néanmoins, avons présenté tests des actrices envisagées à divers professionnels. Stop. Robert Sherwood, qui travaille à l'adaptation du roman à l'écran totalement ignorant de nos problèmes, a aussitôt déclaré vous n'étiez pas du tout femme du rôle. Stop. Avons renouvelé l'expérience avec Cukor, qui est votre ami et admirateur. Même réaction immédiate. Stop. Espère avoir prochainement pour vous projet satisfaisant pour nous tous. Stop. Espère que vous savez que nous apporterons autant de soins à choisir et préparer vos prochains films que celui consacré à Autant en emporte le vent et Rebecca. Stop. Puis vous assurer que telle préoccupation n'existe dans aucun autre studio. Affectueusement, David. Laurence Olivier, Île-de-France. Cher Larry, voyez câble Vivienne. Stop. Comprends votre désappointement, mais Vivienne tenait jouer ce rôle surtout sinon uniquement pour être votre partenaire. Stop. Preuve en est son indifférence complète pour Rebecca avant savoir vous en seriez la vedette masculine. Stop. De toute façon, vous travaillerez tous deux à Hollywood. Stop. Aucune raison donc pour elle de se montrer déraisonnable. Stop. Espère que vous savez affection que je porte à Vivienne et estime pour vous deux, et que reconnaîtrez justesse mon jugement vérifié depuis des années. Stop. Espère trouver très prochainement autre projet permettant vous réunir dans bonnes conditions. Stop. Découpage Rebecca splendide. Stop. Heureux confirmait Robert Sherwood à Récrit Dialogue. Stop. Distribution éclatante avec Judith Anderson en Mrs. Danvers. George Sanders Fauvel. Stop. Reginald Denny Frank. Stop. Nigel Bruce Giles. Stop. Pourrait peut-être vous laisser 2 jours libres New York si vous le désirez et si vous nous contactez avant départ pour Californie. Cordialement, David. Cela signifiait que Vivienne pourrait être obligée de tourner un film en extérieur, ce qu'elle redoutait le plus, donc éloignée de Larry. Je ne veux pas y penser maintenant, décida-t-elle. Elle voulait profiter de tous les agréments de la traversée. Pour jouer Scarlett, elle était un peu devenue Scarlett, avide de bonheur, ajournant les problèmes pour mieux les affronter. Une personne qu'il n'était pas facile d'oublier. 12. La guerre est déclarée. Larry veut s'engager et Vivienne doit se reposer. La première de Autant en emporte le vent à Atlanta. Gertrude Hartley en avait finalement pris son parti. Il n'y avait aucun espoir d'éviter un divorce entre Vivienne et son mari. Elle avait de la sympathie et de l'admiration pour Olivier. Ce qu'elle reprochait à sa fille, c'était de ne pas l'avoir écoutée lorsqu'elle la trouvait trop jeune pour épouser Lee. « Je te l'avais bien dit », répétait-elle, ajoutant que ce coup de tête la menait aujourd'hui au pire des péchés. Vivienne n'en disait rien à Larry.
Certes, elle avait oublié la messe et les sacrements, mais se considérait toujours comme catholique, au sens le plus large et le plus vrai du terme, avait-elle dit au cours d'une interview. Quel que soit le sens qu'on puisse donner à cette déclaration, il est certain qu'elle était encore, spirituellement et sentimentalement, très liée à l'Église. Sa mère ne lui laissait pas oublier qu'elle avait trahi un engagement sacré. Pour échapper à ce malaise, elle accepta avec joie l'invitation de Douglas Fairbanks Jr. pour aller avec Larry, sa mère et un groupe d'amis en croisière sur son yacht, jusqu'à l'île de Catalina, à une centaine de kilomètres de Los Angeles. Les nouvelles n'étaient pas bonnes. Le pacte germano-soviétique avait été signé le 24 août. Cependant, les hôtes du jeune Fairbanks, voguant sur les eaux bleues du Pacifique ce samedi 2 septembre, conservaient l'espoir d'un miracle. Ils étaient pour la plupart anglais. Il y avait là, entre autres, Nigel Bruce et David Niven. Le dimanche matin, ils apprenaient par la radio de bord qu'à 9 heures du matin, il n'était alors que minuit en Californie, Sir Neville Henderson avait remis au ministère allemand des Affaires étrangères l'ultimatum suivant. Si le gouvernement de Sa Majesté ne reçoit pas l'assurance formelle que l'agression commise contre la Pologne a pris fin et que toutes les troupes allemandes ont repassé la frontière à 11 heures, dès cet instant, un état de guerre sera institué entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne. L'ultimatum avait été repoussé. La Grande-Bretagne et la France étaient en guerre avec l'Allemagne, alors que Douglas Fairbanks Jr. et ses invités dormaient paisiblement, bercés par la vague de la baie d'Émeraude, où le yacht avait jeté l'ancre. Fairbanks ferma la radio. Un silence pénible pesa lourdement sur le groupe. Chacun était perdu dans de sombres pensées. Le petit bruit régulier du ressac semblait le tic-tac d'une bombe à retardement. Pour alléger l'atmosphère, Fairbanks porta un toast à la victoire des Alliés. Contrairement à son habitude, Larry but plus que de raison. Vivienne et sa mère ne pensaient qu'à regagner l'Angleterre. Ernest Hartley avait des ennuis de santé, et sa femme surtout craignait qu'il ne voulût reprendre du service. Mais Larry serait retenu à Hollywood 3 mois au moins pour achever Rebecca. On s'aperçut par la suite que Larry avait disparu. Il avait quitté le salon et n'était pas dans sa cabine. Comme il était déjà plein comme un œuf, on s'inquiéta. Il y eut alors un grand remue-ménage dans le petit port du Yacht Club. Larry avait détaché un des canots de sauvetage et nagé jusqu'à un autre bateau. Puis, debout, vêtu seulement d'un slip de bain et en équilibre très instable, il déclamait d'une voix caverneuse. « C'est la fin. Nous sommes tous perdus. Tous finis. Profitez de vos derniers instants. Vous êtes foutus. » Puis il rama jusqu'à un autre yacht en hurlant sa sinistre prophétie. On eut du mal à le ramener à terre. Dès le lendemain matin, Vivienne prit pour sa mère un billet à destination de l'Angleterre. De tous leurs amis, David Niven, qui était officier de réserve, avait été mobilisé immédiatement. Olivier aurait voulu partir avec lui, mais le consul d'Angleterre de Los Angeles lui conseilla de garder son calme. Pourtant, à 32 ans et en parfaite santé, Larry n'avait pas l'intention de faire du cinéma à l'étranger alors que son pays était en guerre. Il prit contact avec l'ambassade de Grande-Bretagne à Washington. On lui répondit qu'il serait toujours temps de se présenter lorsqu'il serait appelé. Madame Hartley repartit donc pour l'Angleterre, en promettant de veiller sur les enfants et de les tenir très franchement au courant de la situation. Puis Olivier s'en fut tourner Rebecca, et Vivienne des raccords de Autant en emporte le vent. Il s'agissait de la première scène du film. Une Scarlett de 16 ans, dans la pudique robe de mousseline blanche qu'on avait spécialement fait refaire, répétait avec humeur aux jeunes gens qui l'entouraient. « La guerre, la guerre, la guerre, on ne parle que de ça, c'est assommant !» Après avoir vu la scène, Selznick fit savoir à Vivienne qu'il lui fallait du repos. 5 mois de travail, 6 jours par semaine et parfois 16 heures par jour avaient eu raison de ses forces. Elle était amaigrie, fanée. Il lui conseilla de prendre une grande semaine de vacances avec Larry. À son retour, une fois de plus, on tournerait la scène en question. À son retour, Vivienne était fraîche et sereine. En dépit des soucis grandissants que créait la guerre, elle était maintenant certaine de l'amour de Larry, et c'était pour elle l'essentiel. Lee fut mobilisée dès le début des hostilités. La petite Suzanne fut confiée à sa grand-mère, et on loua la maison de Little Stanhope Street. L'Angleterre était à des lieues, et Vivienne était dévorée par les préparatifs de la première de Autant en emporte le vent qui devait avoir lieu à Atlanta le 15 décembre.
Howard Dietz, chef de publicité de la Metro-Goldwyn-Mayer, avait la responsabilité de l'événement, dont l'éclat devait éclipser les plus fabuleuses réalisations de Cecil B. DeMille et du cirque Barnum. Aucun détail n'était négligé. C'est ainsi qu'on avait veillé à ce que le papier du programme ne craquât pas, et qu'on offrit à tous les spectateurs une friandise silencieuse, pour leur éviter la tentation de croquer des chips ou des cacahuètes. Bien avant la date fixée, il ne restait pas un strapontin. Les billets se vendaient au marché noir à des prix fous, jusqu'à 200$ pièce. Le maire d'Atlanta annonça que le jour de la première serait chômé. Des défilés et des réjouissances étaient prévus, 3 jours durant. Tous les habitants d'Atlanta étaient priés de porter des costumes d'époque et la façade du cinéma était transformée en maison de style colonial. Clark Gable avait épousé Carole Lombard et Leslie Howard avait regagné l'Angleterre. Qui escorterait Vivienne le soir de la première? Elle refusa péremptoirement d'y aller seule. Selznick savait qu'elle ne céderait pas. D'autre part, on ne pouvait présenter le film sans sa vedette. Selznick déploya une ruse de sioux. Laurence Olivier viendrait à Atlanta en tant que jeune premier d'un grand film à venir, Rebecca, et à ce titre accompagnerait le grand film du jour, Autant en emporte le vent. Par ailleurs, un grand bal étant donné pour la circonstance à Atlanta, il imagina d'y faire paraître Gable et Vivienne tels qu'on les voit dans une séquence du film. Tout en redoutant une résistance de Vivienne, il estimait qu'elle ne pouvait se dérober à ses obligations envers le film qui allait la consacrer. Quant à Clark, écrivait-il à une de ses collaboratrices, tout ce qu'il fera pour nous sera de pure gentillesse, et nous devrons lui en savoir un gré infini. Lui n'a pas besoin de publicité. Il est la plus grande vedette du monde, et pourrait gagner une fortune en acceptant de paraître 3 minutes n'importe où. Vivienne avait certaines raisons d'être de mauvaise humeur. Elle venait d'apprendre que dans la valse dans l'ombre, Waterloo Bridge, qu'elle devait tourner incessamment, le rôle spécialement écrit pour Laurence Olivier venait d'être donné à Robert Taylor, et que, c'était un comble, dans Pride and Prejudice, prévu pour Larry, c'était Greer Garson, fraîchement débarqué d'Angleterre, qui serait sa partenaire. Pourtant, cette fois, on ne pouvait pas prétendre que Vivienne n'était pas la femme du rôle. Le fait de pouvoir être avec Larry à Atlanta désarma toutefois quelque peu sa rancœur. Selznick la trouva plus accommodante qu'il ne le pensait. Un avion spécial avait été mis à la disposition de Clark Gable et de sa femme, alors que Vivienne voyageait avec les Selznick et Olivia de Havilland. Puisque Larry était près d'elle, elle ne parut pas même remarquer qu'on traitait son partenaire avec des égards particuliers. À l'aéroport, une fanfare les attendait, scintillant de tous ses cuivres. 40 musiciens en uniforme flambant neuf entonnèrent Dixie, l'hymne national des États du Sud. « Tiens » dit Vivienne en posant le pied sur le tapis rouge au bras de Larry. « Il joue l'air du film. » Elle allait l'entendre 3 jours durant. On aurait cru que la fanfare ne savait pas jouer autre chose. Elle les accompagna à travers la ville en liesse qu'ils parcoururent en voiture découverte. Des centaines de curieux se pressaient devant le Georgian Terrace Hotel où leur chambre était préparée. Ce soir-là, au grand bal reconstitué comme dans le roman et le film, les acteurs et les invités portaient des costumes de 1860. Clark Gable fit danser la fille du gouverneur et Vivienne choisit la reine du bal. La jeune fille qui portait avec le plus de grâce une robe copiée sur une de celles de Scarlett, dans le film. Le lendemain, Vivienne fut présentée à Margaret Mitchell, une délicieuse vieille dame qui parut enchantée de cette incarnation de sa célèbre héroïne. Il y eut aussi un thé au palais du gouverneur. Vivienne était une des rarissimes anglaises qui détestaient le thé, mais elle but le sien sans sourciller. Enfin, après un cocktail pour la presse, ce fut l'heure de se rendre au théâtre, dans un éblouissement de projecteurs et de flashs, parmi une foule de photographes et de reporters hurlant dans leurs micros. Pour la première fois, Vivienne mesurait la puissance assez effrayante de la publicité américaine. Elle portait une robe de mousseline diaphane. Un bijou retenait sur son front sa mantille, et elle balayait le sol avec l'immense cape d'hermine prêtée par le studio. Des orchidées blanches ornaient son petit sac. Elle s'accrochait désespérément au bras de Laurence Olivier. Le film fut accueilli par un tonnerre d'acclamations, de bravos, un délire. On réclama l'auteur et Carole Lombard conduisit sur la scène une Margaret Mitchell très émue, qui remercia au nom de sa pauvre Scarlett. Vivienne avait trouvé le film très long. À en avoir mal aux fesses, gémissait-elle. Mais elle eut en le voyant une agréable surprise.
Sa séquence favorite était bien celle où Rhett la demandait en mariage et où, un peu ivre, elle lui répondait en hoquetant. Après un grand souper et le lendemain un déjeuner offert par Margaret Mitchell à toute la troupe au club hippique, un avion portant en grosses lettres le titre du film prit son vol pour Los Angeles. Le ciel était étoilé, la nuit sereine, mais Vivienne, terrifiée, ne lâchait pas la main de Larry. « J'en ai juste fini avec Autant en emporte le vent », avait câblé 4 jours plus tôt David Selznick. Maintenant cela dépend de Dieu. Vivienne n'aurait pu dire de même. Sans doute n'en aurait-elle jamais fini avec Scarlett.